les ambiances crépusculaires. Attends, c'est fichier. Bon, écoutez, merci à toute l'équipe ISA pour l'organisation de cette journée. Donc, nous avons l'habitude de travailler ensemble, hein. Ça a été dit depuis de longues années. Et c'est un vrai plaisir je le répète, que de travailler avec nos collègues de l'INSA, donc qui est une équipe extrêmement dynamique, hein, et qui maintenant fait partie de notre laboratoire. Donc on a un projet en commun. Et ce projet ingénieur-ingénieux et la thématique de l'innovation nous a paru extrêmement, je dirais, séduisante et à l'ordre du jour. Alors, je vous parlais d'un innovateur, du premier innovateur de la journée et du workshop, qui est Marcelin Berthelot. Donc, Marcelin Berthelot, je me suis posé la question... Vous êtes un peu trop près du micro. Hein, vous êtes un peu trop près du micro. Trop près du micro, comme ça, c'est bon? Ouais. Bon. Oui, je vais parler comme ça, naturellement. Oui, donc pour Marcelin Berthelot, hier soir, en préparant un petit peu cette conférence, je me suis dit quelle est ma légitimité pour parler de Marcelin Berthelot. Et finalement, Marcelin Berthelot, il a été, on va le voir, pharmacien. Hein, il a une formation de pharmacien. Moi, j'ai une formation de pharmacochimiste initiale avant de m'intéresser au SHS, et je conserve des cours de pharmacochimie et de toxicochimie. Donc on a cette dualité d'ailleurs dans notre laboratoire, hein, entre une formation et des cours scientifiques et puis une recherche en sciences humaines et sociales. Donc finalement je me suis senti relativement proche de Marcelin Berthelot, d'autant plus que sur ces vieux jours, il s'est intéressé à l'histoire de l'alchimie, pas de la chimie, mais de l'alchimie, qui était quelque chose donc, tout à fait en lien avec l'histoire. Alors, on pourrait dire énormément de choses sur Marcelin Berthelot. Je vais cibler cet exposé sur certains points et insister volontairement sur des éléments qui me paraissent en lien avec les préoccupations de l'ingénieur, hein, et avec justement ce fil conducteur ingénieur-ingénieux, et puis créativité. Alors, le plan que je vais suivre est le suivant. Donc, une introduction assez copieuse pour présenter Marcelin Berthelot, ensuite l'institutionnel, Marcelin Berthelot en tant qu'institutionnel, Marcelin Berthelot en tant que chimiste organicien, ensuite en tant que chimiste physicien ou physico-chimiste, et puis l'intérêt pour la chimie végétale. Donc, oui, un certain nombre de thèmes. Ça marche pas. Ah, c'est bon, voilà. Oui, alors je fais partie du monde Macintosh, donc le monde PC pour moi c'est un monde inconnu et hostile. Alors, le 18 mars 1907, disparaît Marcelin Berthelot. C'est la mort de... Voilà. Marcelin Berthelot qui avait réclamé des obsèques extrêmement familiales et privées. C'était son vœu, mais la Troisième République n'a pas satisfait ce vœu et elle l'a voté immédiatement. C'est Aristide Briand qui a fait l'hommage d'ailleurs. Elle a voté des funérailles nationales. Vous avez ici des extraits de journaux avec ces funérailles nationales en grande pompe. Et en plus, la Troisième République a décidé de panthéoniser Marcelin Berthelot. Marcelin Berthelot va entrer au Panthéon, et vous pouvez aujourd'hui venir vous recueillir sur son... Voilà. La particularité, c'est que son épouse a été inhumée au Panthéon en même temps que lui. C'est Sophie Berthelot, vous la voyez à droite durant ses jeunes années. Sophie Berthelot, qui était une très belle femme. Et Marcelin Berthelot a eu le bon goût de mourir le même jour que son épouse. C'est-à-dire qu'il s'est aperçu que son épouse était décédée, et il s'est allongé sur son canapé, il s'est laissé mourir, donc on pense qu'il est mort 1 heure ou 2 après son épouse. Il s'est laissé sombrer dans la mort, dans l'inconnu. Dans l'inconnu parce qu'il n'était pas croyant, il était agnostique, il faisait partie, sous la Troisième République, donc, de ces savants qui mangeaient des clairs. Voilà. Mais lui, pas trop, il était assez modéré, mais il n'était pas croyant. Et il s'est laissé mourir donc en même temps que son épouse, et c'est pour ça que la première femme qui a été inhumée au Panthéon, on l'oublie souvent, c'est Sophie Berthelot. Pas pour des raisons scientifiques, mais pour des raisons familiales. Voilà. Alors, Marcelin Berthelot, je dirais que c'est
un petit peu l'anti-Pasteur. Ils ont eu des relations assez complexes sur lesquelles éventuellement on pourra revenir, puisque Pasteur, lui, il avait prévu son panthéon. Si Marcellin Berthelot avait prévu des funérailles extrêmement privées et modestes, Pasteur, lui, il s'était panthéonisé de son vivant, puisqu'il a construit son propre tombeau, que vous voyez ici, donc un caractère extrêmement différent. Et nous reviendrons sur cette différence entre Berthelot et Pasteur. Lui, différent dans la vie, différent dans la mort. Nous parlons de biographie, d'une approche biographique. Alors, la biographie, c'est quelque chose qui me passionne maintenant. Je ne vis plus que pour la biographie. Quelle biographie pour Marcellin Berthelot? Voilà 3 exemples de biographie. À gauche, la biographie par Jean-Jacques, qui déteste Berthelot, qui tire sur lui à boulet rouge, qui a trempé sa plume dans le vitriol pour écrire cette autopsie d'un mythe. Et ça a été un défi de l'éditeur, puisque le premier volume chez Belin de cette série de biographies, hein, il y a Linné, etc., Jean Perrin et toute une série d'illustres, eh bien, pour Berthelot, on a confié à Jean-Jacques un petit peu comme un défi, parce qu'on savait qu'il détestait Berthelot. Alors, ça, c'est une biographie à charge, je dirais, hein, donc il faut être assez prudent. Et puis, il y a des biographies qui sont assez hagiographiques, comme La vie de Berthelot par Léon Vélu, qui était pharmacochimiste, ou par un descendant de Berthelot, Daniel Langlois-Berthelot, sont des hagiographies, mais je dirais assez modérées. Alors, il faut observer la médaille Berthelot, voilà, pour son jubilé, une médaille, on peut lire difficilement pour la patrie en bas, et puis à droite la synthèse chimique, et nous voyons Marcellin Berthelot devant son célèbre œuf électrique, sur lequel je vais revenir, qui est entouré de la République, de la science, qui est en train de réfléchir, hein, et qui est littéralement panthéonisé de son vivant. Alors, Berthelot a exercé différentes charges. Je ne vais pas entrer dans une biographie, je dirais, analytique, ce n'est pas le lieu de le faire, mais il a été ministre 2 fois, en particulier ministre de l'instruction publique. Il était parlementaire, il était sénateur, et vous avez à droite une médaille qui commémore justement le fait qu'il ait été un grand parlementaire. Et puis il a été hygiéniste, et il s'est intéressé en particulier, il a fait partie juste avant sa mort d'une commission parlementaire qui s'est intéressée aux risques toxiques, risques liés à la manipulation de substances toxiques. Et il y a eu donc des directives et des études importantes qui sont nées dès la Troisième République, et Marcellin Berthelot a fait partie de ceux qui se sont préoccupés de la protection contre la toxicité des substances chimiques. Ça, c'était important de le rappeler. Voilà. Alors, Berthelot, comme nombre de ses contemporains, a été mis en image de son vivant. Voilà ici quelques images publicitaires. On trouve les mêmes avec de grands scientifiques comme Pasteur et d'autres. Alors, c'est intéressant d'analyser ces images parce qu'on s'aperçoit qu'on avait une idée différente de la célébrité et des personnalités qu'il fallait placer au premier rang sous la Troisième République, une idée différente à cette époque et à notre époque. Et si l'image de Berthelot, je vais y revenir, est un petit peu passée de mode, un petit peu ternie, ça a été le cas aussi de très grands savants qui aujourd'hui sont oubliés. Hein. Donc notre rôle d'historien des sciences, c'est justement de revenir sur ces aspects et de montrer que la société, en fait, met en exergue, met en avant un certain nombre de noms, de manière pas toujours conforme à la réalité historique, mais pour des raisons qu'on pourrait analyser, hein, qui sont des raisons quelquefois politiques au sens noble du terme. Alors Berthelot, on a conservé ces images, mais si on regarde les images de la Troisième République, toute une série de personnes qui étaient très importantes, et en particulier dans le domaine des sciences, et qui aujourd'hui sont littéralement passées à la trappe. Alors, voilà, Berthelot qui figure également sur des buvards publicitaires, hein, voilà, ici un buvard publicitaire relativement récent, et on peut dire que le temps finalement a été littéralement un buvard qui a épongé sa célébrité, parce qu'aujourd'hui, qui se souvient vraiment de ce savant Marcellin Berthelot, de ce qu'il était, de ce qu'il a fait, de son caractère, hein. Quelquefois pas grand monde. Alors aujourd'hui, il y a le syndrome que j'appelle, et mes collègues de laboratoire connaissent bien, mon aspect obsessionnel, le syndrome Darwin-Einstein-Poincaré, c'est toujours les mêmes savants qu'on sert, on a l'impression que la science est réduite à ça, ben non, non, pas du tout. Berthelot encore n'a pas été trop oublié, mais il y a des cas qui sont des cas plus graves, et sur lesquels on pourrait éventuellement revenir. Alors,
je vais dire quelques mots sur Berthelot en tant qu'institutionnel. D'abord, Berthelot est un pharmacien. Peut-être pour ça d'ailleurs je me sens proche de lui, parce que je suis pharmacochimiste. Donc voilà, il est pharmacien, ce qu'on oublie quelquefois. On ne sait pas grand-chose d'ailleurs sur ses études de pharmacie, notamment sur le stage, puisqu'il y avait un stage de plusieurs années qui précédait l'entrée à l'école supérieure de pharmacie. Il y avait un stage de 3 ans, si mes souvenirs sont bons, ou 3 ou 4 ans, donc très long, stage pratique. On ne sait pas trop comment il a fait ses études de pharmacie, mais il était pharmacien et il a été professeur à l'école supérieure de pharmacie de Paris. Donc il figure dans le panthéon des grands pharmaciens, et on dispose d'un certain nombre de témoignages sur ce qu'a été l'enseignement de Marcellin Berthelot à l'école supérieure de pharmacie de Paris. Un témoignage anonyme de 1928, vous voyez, Berthelot avait fait souvenir d'un habile manieur d'homme, aussi politicien que savant, il apportait au laboratoire les méthodes de la politique, il traitait l'électrochimie comme une sous-direction du ministère, donnant des directives à ses préparateurs et à ses élèves, et ajoutant ensuite le poids décisif de sa signature aux travaux de son équipe, comme un secrétaire d'État valide de sa griffe les documents élaborés par ses secrétaires. Vous voyez, on montre Marcellin Berthelot comme étant quelqu'un d'un petit peu administratif dans ses charges d'enseignement. En fait, on a d'autres témoignages sur des cours qu'il a professés au Collège de France, je vais y revenir, qui montrent que c'était quelqu'un qui était assez clair comme enseignant, hein, et qui a laissé, je dirais, le souvenir quand même d'un pédagogue. En particulier, il avait beaucoup le souci d'illustrer ses cours par... bon, les touches ne fonctionnent pas. Si. Et c'est vrai que ce clavier là. Hein? Attends. Voilà, on y arrive. Bon. Alors ici, on voit une caricature, en fait. Une caricature, j'ai décidé ce matin de la mettre dans mon exposé, parce que je me suis dit que c'était intéressant. En fait, c'est un élève de l'école supérieure de pharmacie de Paris qui a caricaturé ses professeurs, comme aujourd'hui le font les potaches de nos universités et de nos écoles. Et en fait, vous avez à gauche Émile Junflage, qui était l'élève de Marcellin Berthelot. Je dirais simplement quelques mots sur Junflage, qui était un nom important de la chimie, qui est aujourd'hui aussi oublié, un nom important pour la stéréochimie. Et vous voyez qu'il est en train de piétiner la théorie atomique, puisqu'à l'époque, il y avait un duel entre les partisans de la théorie atomique et les partisans de la théorie des équivalents. Et l'école Berthelot, c'était l'école des équivalents. Émile Junflage, qui était un disciple obéissant de Marcellin Berthelot, maintenait la théorie des équivalents dans ses cours. Puis à l'extrême droite, vous avez Léon Prunier, qui enseignait la chimie thérapeutique. À l'époque, on parlait de pharmacie chimique, et qui était également un partisan des équivalents. Et puis au centre, dans un numéro d'équilibriste, Auguste Béal, qui a été chargé d'un cours complémentaire à sa demande sur la théorie atomique. Donc on lui a accordé de faire un cours complémentaire sur la théorie atomique. Donc voilà, c'était une époque où on se disputait entre équivalentistes et atomistes, et certains étudiants rédigeaient leur copie d'examen dans les deux notations, parce qu'ils ne savaient pas quel était le professeur qui allait corriger la copie, donc ils voulaient éviter de vexer le correcteur. Voilà. Donc Berthelot est professeur à l'école supérieure de pharmacie de Paris. Ça va être le premier titulaire de la chaire de chimie organique. On crée une chaire de chimie organique pour Marcellin Berthelot, peu avant la création d'une chaire de chimie organique au Collège de France pour Marcellin Berthelot. Dans un premier temps, il va disposer d'un cours complémentaire grâce à son maître qui est Jérôme Ballard, également pharmacien, qui a découvert le brome. On dit quelquefois que c'est le brome qui a découvert Ballard. En fait, c'est voilà, une petite ambiguïté, et il a eu le soutien, donc ça a commencé par un cours complémentaire avant d'être érigé en chaire magistrale. Donc Berthelot va enseigner au Collège de France, et ce qui est intéressant, c'est qu'il va imprimer, ça a été dit très récemment par un professeur du Collège de France, c'est lui qui a imprimé une impulsion dans la chimie au Collège de France, qui va de l'analyse à la synthèse, puisqu'avant Berthelot, on avait une démarche essentiellement analytique en chimie, et Berthelot va introduire la synthèse, on va y revenir, une démarche donc de synthétiseur. Donc au Collège de France, il dispose d'un moyen intéressant de diffuser la chimie organique, et il va laisser sa trace, puisqu'il y a toute une série, vous voyez, de pharmaciens qui vont lui succéder dans sa chaire. Donc traditionnellement, dans la chaire de chimie organique du Collège de France, il n'y aura que des pharmaciens. On voit à partir du haut de la diapositive Émile Junflage, donc son successeur direct, et puis ensuite Charles Moureux,
Marcel de Lépine, qui était le dernier élève direct, je dirais, qui a connu Marcellin Berthelot, le dernier élève de Marcellin Berthelot. Ensuite, Charles Dufraisse, avec les lunettes, en train de lire. Et puis, le dernier qui a modifié, j'oublie toujours son nom, mais ça m'en reviendra, le dernier titulaire de la chaire qui a modifié son nom et qui a dirigé une thèse de chimie organique des hormones. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a toute une série de chimistes qui étaient également des pharmaciens qui ont succédé à Berthelot jusqu'au, je dirais, au milieu du XXe siècle dans la chaire de chimie organique du Collège de France. Donc c'est tout à fait considérable. Alors, Berthelot a fait partie de 3 académies, hein, l'Académie de médecine et puis 2 académies qui font partie de l'Institut, l'Académie française et l'Académie des sciences. Et vous voyez à gauche Berthelot dans son costume d'académicien. On sait par exemple, il y a des témoignages qu'il est allé à l'enterrement en compagnie d'Auguste Chauveau, qui était également un très grand académicien, un grand scientifique, qui était lyonnais, ce qui ne gâche rien, enfin qui a exercé, je dirais, son professeur à Lyon, et qu'ils ont discuté ensemble de science en allant à ce fameux enterrement. Donc Berthelot a figuré dans le panthéon des immortels. Berthelot a eu un certain pouvoir, puisqu'à l'époque, le pouvoir accompagnait la science, ça aussi c'est une réflexion qu'on peut avoir, et il est intéressant de montrer que Berthelot et Pasteur, qui se sont quelquefois opposés, mais qui ont été quand même des collègues assez sympathiques l'un envers l'autre, ils ont chacun mis une tutelle ou soutenu des étudiants, des jeunes chercheurs, pour qu'ils accèdent à des postes académiques. Alors ici, j'ai pris un exemple dans ces nominations Pasteur-Berthelot. Léon Macken, donc, qui était soutenu par Berthelot, il a fallu qu'il attende parce que Albert Arnault lui a passé devant pour une chaire de chimie au Muséum national d'histoire naturelle, et Arnault, qui a été le découvreur de l'ouabéine, qui est un hétéroside cardiotonique extrêmement important en thérapeutique, qui a sauvé beaucoup de vies. Donc Léon Albert Arnault était le candidat de Pasteur. Donc il est passé devant le candidat de Berthelot, mais il y a eu, je pense, quelques réciprocités. Donc vous voyez, dans le monde universitaire et dans le monde académique de l'époque, où il y avait peu de postes académiques, à la différence de ce qui se passe aujourd'hui, eh bien, on se disputait âprement et il y avait des soutiens de candidature. Bon, alors, la chimie organique, on va dire que Berthelot va inaugurer le matin des organiciens. Alors bien sûr, c'est un clin d'œil à un ouvrage célèbre, hein, du poète Sébergier, Matin des magiciens. Le matin des organiciens, ça va commencer avec la synthèse. La synthèse de quoi? La synthèse de l'acétylène dans ce fameux œuf électrique de Marcellin Berthelot, avec une étincelle qui va jaillir dans une atmosphère d'hydrogène avec des électrodes de carbone, de charbon, et puis l'acétylène qui va être produit, donc un gaz. Donc Berthelot va, à partir des éléments, à partir de l'hydrogène et du carbone, réaliser les premières synthèses totales de composés organiques. Puisque jusqu'à Berthelot, ça n'existait pas, la synthèse d'urée était une hémisynthèse, c'est le seul cas d'ailleurs, hein, par Euler. Donc là, c'est la synthèse, et il va faire la synthèse de toute une série de composés, la synthèse totale du méthanol, également la synthèse de triglycérides, qui sont des dérivés du glycérol, donc avec des acides gras estérifiants, donc ce sont des lipides. Et ce qui est intéressant, c'est que Berthelot va synthétiser des triglycérides qui n'existent pas dans la nature en utilisant des acides gras, je dirais, exotiques. Donc, il va montrer que la synthèse a une puissance bien supérieure à celle des touches de l'ordinateur. Voilà. Et voilà, Berthelot, je cite, non seulement la chimie crée des phénomènes, mais elle a la puissance de refaire ce qu'elle a détruit. Elle a même la puissance de former une multitude d'êtres artificiels, semblables aux êtres naturels et participant de toutes leurs propriétés. Alors ça, c'est extrêmement important parce que Berthelot va dire que la synthèse organique permet de reproduire la nature, donc on ne sera plus tributaire de la nature, on va pouvoir fabriquer des acides gras, des triglycérides, des lipides et puis autre chose, mais en plus, on va pouvoir créer des molécules qui sont des produits artificiels qui n'existent pas dans la nature. Et ça, c'est un aspect qu'on peut qualifier littéralement de prométhéen, et Berthelot d'ailleurs en était tout à fait conscient. Voilà. Alors, cet aspect prométhéen de la synthèse organique a été repris récemment par Jean-Marie Laine, qui était prix
prix Nobel de chimie, et je cite Jean-Marie Laine, qui calque son discours exactement sur ce qu'avait dit Berthelot, et qui, je vais dire, fait allégeance à Berthelot, qui admire Berthelot. Par son objet, la molécule et le matériau, la chimie exprime sa puissance créatrice, son pouvoir de produire des molécules et des matériaux nouveaux. La chimie possède effectivement cette puissance créatrice, ainsi que l'a affirmé Marcellin Berthelot, la chimie crée son objet. Vous voyez qu'il reprend de manière extrêmement importante, hein, dans un discours, ce qu'avait dit Marcellin Berthelot, et il affirme la modernité des travaux de Berthelot. Voilà. Alors, quelles ont été les relations de Berthelot avec l'industrie? Je pense que ça intéresse effectivement les ingénieurs, c'est pour ça que je ne vais pas rentrer dans le détail des synthèses qu'il a réalisées, mais plutôt les relations avec l'industrie, qui ont été contestées par Jean-Jacques, qui a dit oui, Berthelot, on a raconté qu'il avait des liens avec l'industrie, en fait, bon, il se bornait à passer dans les ateliers, à serrer la main des gens, et puis voilà. Bon, il a collaboré quand même avec les usines Meunier, et Meunier l'a recruté, oui, comme consultant, parce que Berthelot, en tant que pharmacien, était intéressé par les alcaloïdes, et certains alcaloïdes, certains dérivés hétérocycliques peuvent donner des colorants, comme le bleu de quinoline, qui intéressait beaucoup à l'époque les industriels. Souvenons-nous que c'est le début des colorants de synthèse. Hein, on est en train de fabriquer les premiers colorants de synthèse, alors que jusqu'à présent, c'était des colorants naturels. Et Meunier va donc recruter Berthelot comme consultant. Meunier est un industriel qui a une vision assez large. Il travaille, vous voyez, sur des patins de caoutchouc-fer, il travaille sur beaucoup de matériaux, et il va abandonner en 1867 le secteur pharmacie. Hein, il va l'abandonner, mais il va demander à ce que Berthelot l'aide à préparer l'exposition universelle de 1862 à Londres, puisque à cette exposition, eh bien, les usines Meunier vont présenter des produits de l'industrie, donc une application directe, hein, je dirais. Donc là, on est bien dans le matériau et dans les sciences de l'ingénieur. Et vous avez en bas donc le rapport qui a été fait, hein, par Hoffman, dont vous avez le portrait à droite, qui était un grand chimiste qui à l'époque travaillait à Londres. Hein. Alors il y a toute une série d'Hoffman en chimie. Hein. Celui-ci c'est Albert Wilhelm von Hoffman. Et Hoffman a donné, je dirais, un rendu, comme on est aujourd'hui, extrêmement élogieux sur l'organisation Meunier-Berthelot, hein, à cette exposition universelle. Et Meunier a participé également, et c'est pour ça aussi qu'il a demandé l'appui de Marcellin Berthelot, à la création d'une école qui était l'école de chimie de Frémy, puisque Frémy a créé cette école au Muséum national d'histoire naturelle. Frémy donc était chimiste, hein, il travaillait notamment sur les dérivés fluorés, c'était le patron de Moissan qui a isolé le fluor, et cette école de chimie était destinée à former des ingénieurs compétents dans le domaine de la chimie, et en 2 ans on formait des ingénieurs, donc ça a été vraiment quelque chose de tout à fait intéressant, cette expérience, à laquelle a participé donc Berthelot, qui a apporté son soutien. Alors, le deuxième point scientifique qui a été traité par Marcellin Berthelot, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la chimie physique, pour faire court. Il y a eu des précurseurs. Hein, on a dit oui, c'est pas Berthelot. Alors, Berthelot qui a fondé la synthèse organique, bien sûr, il y a eu des envieux, les gens qui disent bah oui, mais c'est pas lui, il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres aussi en chimie physique, notamment Germain Hess, Adair Crawford en Angleterre, et puis Laplace en France, qui ont été des précurseurs, mais Berthelot a fait des choses intéressantes. Alors, il y a 2 éléments qui l'ont orienté, qui l'ont aiguillé du côté de la chimie physique. D'abord, il a travaillé sur les équilibres avec un célèbre qui s'appelait Péan de Saint-Gilles. Il s'est aperçu que quand on synthétisait un ester, eh bien, la réaction était équilibrée. Et oui, c'est Marcellin Berthelot qui a démontré avec Péan de Saint-Gilles les équilibres en chimie organique, à propos justement de la synthèse des esters. Alors, donc c'est une réaction qui est limitée, qui est incomplète, et ça a conduit à la fameuse loi d'action de masse de Guibert et Lage en 1864. Donc c'est quand même quelque chose de tout à fait important. Donc ça, c'est le premier élément qui a aiguillé Berthelot sur la mécanique chimique. Il y a un deuxième élément, c'est la thermochimie. La thermochimie, il a fait toute une série de mesures physiques, parce que Berthelot a introduit la physique en chimie. Hein. Il était chimiste, mais il avait une passion pour la physique, et c'est pour ça qu'on peut expliquer tout son engagement dans le domaine de la chimie physique. Alors il a utilisé une fameuse bombe calorimétrique pour mesurer les dégagements d'énergie, et ces dégagements d'énergie calorifique, hein, d'énergie calorique ou calorifique, eh bien, il les a appliqués à toute une série de réactions
et toute une série, je dirais, de modèles ou de phénomènes physico-chimiques. Ça, c'est la deuxième pierre qu'il a apportée à la construction de la chimie physique. Il y a eu la loi des équilibres et puis la thermochimie. Alors, les résultats, pour faire bref, sont les suivants. Berthelot a étudié les dégagements de chaleur qui ont été liés à des réactions chimiques, des synthèses, des isomérisations, des dissociations acido-basiques, des phénomènes physiques, des modifications d'état, des passages de l'état liquide à l'état gazeux, de l'état solide à l'état liquide, des précipitations, des combustions. Et, in fine, il a subordonné donc la thermochimie qu'il créait aux lois de la mécanique rationnelle. Il parlait de mécanique chimique. Et il a défini trois principes fondamentaux, ceux des travaux moléculaires, ceux d'équivalence calorifique des transformations, et celui du travail maximum. Donc sur ces trois principes fondamentaux, il va construire sa thermochimie. Voilà un deuxième élément qui est quand même extrêmement innovant et tout à fait intéressant pour les sciences de l'ingénieur. Voilà. Je vais m'habituer à cet ordinateur. Alors, il a, dans le domaine des applications et des sciences de l'ingénieur, il faut savoir que Berthelot s'est beaucoup intéressé aux explosifs, parce que d'abord, il a été mobilisé au moment de la guerre de 1870, il a été mobilisé, je dirais, à titre civil, il s'est intéressé à la fabrication de poudres et des explosifs qui avaient une application militaire. Et puis, il a continué par la suite, il a fait partie du comité des poudres et salpêtres, il a fait partie de différentes commissions, et avec un scientifique qui était un ingénieur qui est Paul Vieille, il a étudié de très près, je dirais, les aspects physico-chimiques des combustions et des explosions, hein, sur toute une série de substances, et vous avez à droite donc un mémoire qui a été publié sur la force de la poudre. Et avec Paul Vieille, il a défini ce qu'on appelle une onde explosive, la fameuse onde explosive de Berthelot, sur le modèle des ondes sonores, avec une onde sphérique, hein, un front d'onde qui va progresser très rapidement dans l'atmosphère. Il va calculer la vitesse de propagation de cette onde. Donc là, vous voyez, des travaux extrêmement concrets qui se rattachent bien au sens de l'ingénieur sur toutes ces études concernant les substances explosives. Troisième point important, donc ça c'est la deuxième pierre fondamentale, hein, il y a eu la synthèse organique, hein, la chimie organique par la synthèse, il y a eu tout ce qui concerne la thermochimie hein, et la mécanique chimique, et puis la chimie végétale. Plus que 5 minutes, c'est bon. La chimie végétale, il va la développer dans une annexe du Collège de France qui est la station de chimie végétale de Meudon. Donc on va lui construire pour lui tout seul, et il a bénéficié donc d'appui institutionnel hein, important, c'était quand même un grand monsieur de la Troisième République. Il a une station de chimie végétale dans laquelle il va travailler, vous voyez ici une tour dans laquelle il fait des expériences, et vous avez à droite Marcellin Berthelot, qui était toujours habillé très simplement, même de manière assez négligente, et plus que négligente. Hein, voilà. Dans son laboratoire, il va s'intéresser à la chimie végétale. C'est une époque où s'affrontent deux théories sur la fixation de l'azote par les végétaux. Vous avez ceux qui disent que oui, les végétaux peuvent fixer l'azote, comme Georges Ville, qui était pharmacien et qui était professeur au muséum, ou comme Justus von Liebig, célèbre chimiste allemand, qui était pour la fixation de l'azote, et puis ceux qui étaient contre, comme Jean-Baptiste Boussingault, qui était agronome. Bien, Marcellin Berthelot va démontrer qu'effectivement, il peut y avoir une fixation directe de l'azote par les végétaux, et que cette fixation, eh bien, il peut la démontrer sur des molécules, dont je ne rentre pas dans les détails expérimentaux, hein, qui m'échappent d'ailleurs pour la plupart. Il va travailler avec des courants électriques faibles, il appelle ça de l'effluve électrique, et il va montrer que l'azote peut se fixer sur toute une série de molécules organiques, et puis il va appliquer ça à ce qui se passe au niveau du sol, et il va en arriver à une conception très intéressante, c'est la fixation par les micro-organismes du sol, qui a été démontrée in fine par des auteurs allemands qui ont montré quelles étaient les bactéries qui étaient capables de fixer l'azote, et notamment les fameux nodules, nodosités des racines des légumineuses qui fixent l'azote du sol. Vous voyez que ça c'est très important, puisque l'azote est un fertilisant, et là il fait de la physiologie végétale. Alors, il va s'opposer à Pasteur de manière assez éclatante et célèbre sur un point qui est le suivant, c'est que Pasteur pensait que seuls les micro-organismes complets dans leur totalité étaient capables
de fabriquer des substances organiques, et notamment de produire par exemple de l'éthanol, alors que Berthelot, lui, pensait, et Jules Fage l'a repris avec beaucoup de talent, il pensait que les enzymes, à eux seuls, étaient capables de faire des réactions chimiques. Donc il n'y avait pas besoin de la bactérie, il n'y avait pas besoin des champignons, hein, ou des legumes. Alors là, il s'oppose à Pasteur et il va exhumer des travaux de Claude Bernard, qui lui était de cet avis. Il pensait, Claude Bernard, juste avant sa mort, que les ferments solubles, donc les enzymes, étaient capables de produire de l'éthanol, donc de catalyser les réactions chimiques. Et Pasteur ne va pas être content du tout. Il va y avoir, je dirais, un affrontement assez courtois, mais un affrontement quand même, qui est rappelé dans un ouvrage de Georges Duhamel qui s'intitule Les Mecs, dont je conseille la lecture d'ailleurs à tous les étudiants et à tous les collègues qui n'ont pas encore lu. C'est extrêmement intéressant. Donc là, il y a eu une opposition, et voici donc la troisième pierre et la dernière pierre dont je vous parlerai, qui était bâtie, c'est la chimie végétale et agricole, dont j'ai donné simplement un petit aperçu, mais qui était très innovante à l'époque, donc une innovation de Marcellin Berthelot. Et je termine, je l'espère, dans les temps, en disant que Marcellin Berthelot reste dans notre esprit, dans notre mémoire, parce qu'il y a un certain nombre d'avenues Berthelot, notamment une célèbre avenue Berthelot à Lyon. Et j'essaye d'ailleurs de parler à mes étudiants de Marcellin Berthelot, de leur dire que ce n'est pas qu'une avenue, qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées à ce grand chimiste. Et il s'agit donc, quand on exhume Marcellin Berthelot, de retrouver une biographie. Et je fais allusion ainsi à Marcel Proust, qui est tout à fait intéressant sur ce plan-là, avec le temps retrouvé donc, de Marcellin Berthelot. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que je n'ai pas trop dépassé le temps, Joël, donc c'est bon. Voilà. Bon, écoutez, merci, je suis à disposition.